Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de 33 minutes pour la planète consacrée aux sources d'énergie. Ce webinaire est constitué de deux parties, une première partie de présentation du sujet et une deuxième partie d'échange à partir de vos contributions que vous pouvez annoter directement sur la droite de votre écran. Alors pourquoi traiter des sources d'énergie? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que nous sommes à l'heure où nous allons mettre en route le chauffage dans les écoles, les universités, les entreprises et dans chacun de nos logements. Et c'est le bon moment de se souvenir que ce bouton de mise en marche magique aujourd'hui n'a pas toujours été le niveau de confort qu'on a pu connaître. Nos grands-parents n'ont pas tous connu le chauffage central comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, il est important d'être vigilant à la préservation de ces ressources qui nous permettent d'avoir ce niveau de confort. Et c'est la deuxième raison pour laquelle nous vous proposons ce webinaire, c'est que nous traitons, l'équipe du Zero Water, avec vous de la performance énergétique des bâtiments. Et la performance énergétique des bâtiments, ça a pour intérêt en particulier de réduire la consommation de ces matières premières et donc de préserver les ressources naturelles qui nous permettent de conserver durablement ce niveau de confort. Alors, je vais commencer par un petit rappel historique comme à l'accoutumée. En fait, l'homme sur cette planète a découvert le feu il y a 400 000 ans et en fait, ce qu'il a découvert avec le feu, c'est la combustion du bois. Le bois, cette ressource naturelle qui se trouvait à côté de chez lui et qu'il a pu domestiquer, lui a permis d'arriver à un niveau de confort pour se chauffer, pour s'alimenter et en fait pour protéger son foyer qui a fait la différence par rapport aux autres espèces animales et on l'a domestiqué pendant 400 000 ans. Le grand intérêt de cette ressource, et ça doit nous attirer notre attention aujourd'hui, c'est que le bois est une ressource qui est renouvelable, c'est-à-dire que à la fois, les forêts se régénèrent, on peut puiser dessus, mais elles se régénèrent. Et pendant 400 000 ans, elles se sont régénérées plus rapidement que ce qu'on a pu les consommer et ce qu'on voit aujourd'hui, en particulier avec cette actualité cet été sur la forêt amazonienne. La deuxième chose, c'est que la forêt, les arbres, en fait, les plantes, vont capter les émissions de CO2. Donc, double intérêt donc, de cette ressource. Il se trouve qu'il y a maintenant 2 siècles, au 19e siècle, la révolution industrielle a changé la donne. Le progrès technique nous a amené à avoir besoin de quantités plus importantes d'énergie, donc de ressources plus importantes. Et donc, on a remplacé pour une bonne partie le bois par le charbon. Alors, le charbon, c'est la deuxième source d'énergie que l'on va voir aujourd'hui. C'est un résidu fossile. C'est un résidu du bois, c'est du fossile, c'est d'où vient l'expression d'ailleurs énergie fossile qu'on va trouver dans des mines d'anthracite, de houille et de lignite. Donc juste pour la petite histoire, la houille c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment, il y a 80-85% de carbone dans la houille, alors que la lignite, on en parle en particulier dans les mines allemandes, il n'y a que 65% de carbone et l'anthracite au contraire qui a donné son nom à cette couleur très gris, très foncé, est à plus de 90% de carbone. Donc, ça leur donne une qualité énergétique évidemment plus importante. Elle est devenue la source principale d'énergie et en particulier pour tout ce qui va être industriel et les industries lourdes comme la métallurgie. On va consommer donc ces ressources, mais on va avoir besoin, le progrès technique va nous amener à avoir besoin de plus en plus de quantité d'énergie et on va se tourner vers de nouvelles ressources, également fossiles qu'on va trouver sous sol, qui sont à la fois le pétrole et à la fois le gaz naturel. Alors on va regarder tout ça, pourquoi et comment ça fonctionne. C'est une réaction chimique très simple qui permet de dégager de la chaleur. On prend cette matière carbonée, donc on va chercher le bois ou le charbon et le pétrole, et puis on va le faire brûler. C'est la combustion. Voilà, réaction chimique bien connue. On va le faire brûler. Quand on le fait brûler, on dégage de la chaleur. L'inconvénient dont on connaît les conséquences aujourd'hui, c'est que on va dégager de la chaleur et dans le même temps, un certain nombre de gaz de la combustion de ces matières
dont des gaz à effet de serre et en particulier le CO2. J'en ai parlé tout à l'heure pour le bois, il est capable d'en capter une certaine quantité. Là, on parle de quantité de CO2 émise par nos activités industrielles, mais aussi pour ce qui nous concerne par le bâtiment, la consommation d'énergie des bâtiments, qui sont bien supérieures à ce que la forêt peut accepter. Et donc, on va accumuler un stock de CO2 dans l'atmosphère. Ce stock de CO2 va avoir cet effet de serre, ce qu'on appelle l'effet de serre, qui va avoir pour conséquence en particulier contribuer au réchauffement climatique. Alors, on va comparer, pour faire une synthèse de ce que l'on vient de voir, les qualités, les caractéristiques de ces différentes sources d'énergie, le bois, le charbon et le pétrole. Dans bien sûr, une première approche, la première caractéristique principale de ces ressources, c'est leur rendement. On voit que du bois au charbon, on passe de 5 à 7 kWh par kilogramme et le pétrole, 11 kWh par kilogramme. Donc, c'est une augmentation de la qualité, du rendement de ces ressources. Ce n'est pas tout. Il y a aussi une notion d'encombrement. Alors, l'encombrement, ça contient à la fois la dimension transport et la dimension stockage. Donc, la dimension, on va dire, logistique. Les Anglais, ils parlent de supply chain. Alors, pourquoi c'est important l'encombrement? Bien évidemment, moins la ressource prend de place, plus elle est facile à transporter pour avoir un rendement plus fort. C'est le cas du pétrole qu'on met sur les pétroliers, ce qu'on ne pourrait pas faire avec le bois pour avoir la même quantité d'énergie dégagée. Donc, l'encombrement est très important. Le stockage, on le sait aujourd'hui, on le voit avec les stockages pour la combustion du bois, il faut une place importante, un volume important pour pouvoir avoir sa réserve de bois. C'est une des limites de ce procédé. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est l'éloignement. On a vu que nos ancêtres, les Homo sapiens, ils avaient du bois à proximité, ils allaient couper le bois, ils le faisaient brûler. Donc l'éloignement joue effectivement parce que le charbon, faut aller dans les mines. On en avait dans le à Nîmes, Rodez, on avait des mines à ciel ouvert, on pouvait aller chercher le charbon et le ramener près de nos industries. Les pétroles, c'est un petit peu plus loin. Donc il y a cette notion d'éloignement qui est une caractéristique de ces ressources. Et puis le dernier point, c'est la durée de fossilisation, c'est-à-dire de combien de temps on a besoin pour renouveler ce stock. On va puiser de ressources sous-sol généralement, et combien de temps il nous faut pour les renouveler? Eh bien, pour le charbon, comme pour le pétrole, on va parler de millions d'années. En fait, on va parler de dizaines, voire de centaines de millions d'années. Il faut 200 millions d'années pour reconstituer du pétrole. On voit bien que ce n'est pas à l'échelle de notre civilisation, alors que le bois, on le fait pousser en quelques dizaines d'années. On peut, en entretenant les forêts, avoir ces ressources qui sont disponibles. Donc voilà la première partie sur ces énergies, ces ressources combustibles, carbonées, fossiles. Et puis on a trouvé mieux. Alors c'est beaucoup plus récemment que l'on a trouvé ça, c'est l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de liaison des constituants du noyau des atomes. Alors je vais faire juste un zoom rapide sur ce sujet pour comprendre qu'en fait, c'est simplement c'est la fission, donc le fait de casser des atomes et la réaction en chaîne qui va nous permettre de dégager une quantité importante d'énergie. En 2 points, la fission, c'est en fait le fait d'envoyer contre un atome, d'uranium, du plutonium, donc des éléments qu'on appelle lourds, on va envoyer un neutron qui va briser cet atome. En fait, il va le casser en deux. Le fait de briser cet atome, donc la liaison entre les neutrons et les protons, ça va dégager une quantité extrêmement importante d'énergie, 200 millions fois plus que ce qu'on peut trouver dans nos énergies fossiles dont on vient de parler. Donc on le casse et ça envoie une grande quantité d'énergie. On a découvert ça fait pas très longtemps, c'était dans les années 30 et ça a été développé après-guerre et nos centrales nucléaires datent des années 70, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Et dans le même temps, quand on a brisé cet atome d'uranium, par exemple, on a aussi la projection de nouveaux neutrons de cet atome-là qui vont partir à leur tour. C'est le deuxième effet pour l'énergie nucléaire qu'on appelle la réaction en chaîne. C'est-à-dire que je casse un atome, je vais dégager de l'énergie
et des atomes vont être propulsés qui, à leur tour, vont aller briser les atomes d'à côté. Donc, vous comprenez que de cette manière-là, on va pouvoir contrôler la quantité d'énergie que l'on va pouvoir produire avec un certain stock de matière, d'uranium ou de plutonium. Plus je mets de matière, plus je vais avoir de neutrons qui vont venir casser les petits atomes d'à côté et dégager de l'énergie. C'est ainsi qu'on peut le contrôler. Si on ne le contrôle pas, les réactions en chaîne vont continuer in fine sans s'interrompre. Pour information, on a trouvé trace en Afrique d'une réaction en chaîne naturelle. Donc, c'est un processus qui arrive naturellement sous sol, où on a des matières comme celle-ci qui sont, par réaction en chaîne, dégagent de l'énergie. Voilà. On a donc le nucléaire, beaucoup plus d'énergie que par rapport au pétrole. On compare ces éléments et on regarde leurs caractéristiques, comme on l'a fait tout à l'heure, entre ces deux ressources, le pétrole et l'uranium. Le pétrole, c'est la combustion, l'uranium, c'est la fission nucléaire. Bon, la première chose, c'est le rendement. Effectivement, le rendement d'une centrale nucléaire est beaucoup plus important en termes de quantité d'énergie produite que ce que peut faire une raffinerie pour le pétrole. La deuxième caractéristique, c'est le renouvellement. J'aurais dû mettre le non-renouvellement parce qu'effectivement, là aussi, l'uranium, il y en a, et le plutonium, il y en a une certaine quantité sur Terre. Quand on l'aura épuisé, il n'y en aura plus. C'est la même chose pour le pétrole à 200 millions d'années près. L'encombrement, l'uranium, vous pouvez mettre ça dans une valise et vous promener avec. Donc, c'est effectivement une caractéristique particulière. Ensuite, l'éloignement. Alors, dans l'éloignement ici, on va parler, c'est à la fois l'éloignement et, on va dire, le risque d'approvisionnement qu'on peut mettre avec. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit on est indépendant en France grâce à l'énergie nucléaire, l'indépendance énergétique. Enfin, c'est une indépendance qui est dépendante de la disponibilité de ces matières premières. Et là aussi, la préservation des ressources est importante. Il faut savoir que nous sommes en compétition, en fait, avec d'autres États qui eux aussi construisent des centrales nucléaires et donc vont consommer ce stock. Juste pour la petite histoire, la Chine qui vient de reprendre la construction de ces centrales nucléaires depuis Fukushima, qui avait un peu calmé les choses, a annoncé qu'ils allaient construire plus de centrales nucléaires que l'ensemble des autres pays dans le monde. Voilà. Autre caractéristique, alors les défenseurs du nucléaire, mais bien évidemment mettre en avant le fait que la combustion, donc comme on l'a vu, dégage des gaz à effet de serre, dont le CO2, alors que l'uranium n'en émet pas. Donc c'est effectivement une différence importante quand on parle de ce critère-là. Ensuite, les risques et les déchets. Dans le cas du pétrole, il y a des risques. Le pétrole, c'est une matière qui est tout de même dangereuse, et il y a des déchets, effectivement, mais ça n'a aucune commune mesure, effectivement, avec le risque du nucléaire, donc les risques d'accidents qu'on connaît, Tchernobyl, Fukushima, et le risque lié aussi aux déchets. On parle d'enfouissement des déchets. Bref, il y a un vrai sujet. Il faut savoir que la fission, on l'a vu, on casse un atome et on dégage une quantité d'énergie. Si on voulait revenir au point de départ, il faudrait remettre la même quantité d'énergie pour recoller les morceaux. Bon, évidemment, ce n'est pas réalisable avant de très nombreuses années. Alors tout ceci, ça nous conduit à quoi? À être dépendant de ces ressources, et ces ressources, elles sont épuisables. Le charbon, le pétrole, dizaines de millions, centaines de millions d'années. L'uranium, on ne sait pas en fabriquer du tout. Pour le bois, on l'a vu tout à l'heure, le bois, on peut le régénérer. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas en consommer plus, évidemment, que ce qui est disponible. Donc, ça nous conduit à aller chercher des énergies alternatives et qui sont, elles, renouvelables, qui ne soient pas épuisables. Donc, on va aller les chercher. On a évidemment les barrages hydrauliques, qui, grâce simplement à l'écoulement de l'eau, nous permet de fabriquer une quantité importante d'électricité et de pouvoir la distribuer sur les réseaux. Donc, tant qu'il y a de l'eau, sauf problème de sécheresse qu'on connaît un petit peu cette année et ces dernières années, mais tant qu'il y a de l'eau, on a de l'électricité. Donc ça, c'est une ressource importante et renouvelable. Bien sûr, on ne peut pas mettre des barrages partout. Il faut une quantité d'eau suffisante. Et puis, il y a quelques soucis aussi pour l'environnement. L'éolien, c'est le vent, vous le connaissez tous, évidemment. Les centrales, les éoliennes qu'on peut mettre onshore, c'est-à-dire en terre,
sur la Terre, et puis celles qu'on pense mettre offshore. Pourquoi? Pour avoir une disponibilité en fait quasi permanente, parce que le vent en mer est toujours disponible. Et puis le troisième, c'est le plus célèbre, on va dire aujourd'hui, c'est l'électricité qu'on produit à partir de panneaux photovoltaïques. Pour la petite histoire, le photovoltaïque, c'est le principe de fabrication, enfin de génération d'énergie à partir du rayon du soleil, comme le font les plantes avec la photosynthèse. Bon, l'ensemble de ces ressources sont des ressources qui sont renouvelables, avec un bémol tout de même, il faut s'assurer que la quantité d'énergie qui est nécessaire pour fabriquer tous ces équipements qui permettent de produire de l'électricité ne coûte pas plus cher que le coût de l'électricité produit lui-même. Je veux dire par là, il faut, et c'est ce qu'on fait dans le calcul du bilan carbone, s'assurer que, par exemple, les panneaux photovoltaïques sont fabriqués dans des conditions qui ne soient pas trop énergivores, hein, pour que le bilan soit effectivement positif. Alors, on va voir maintenant où on en est aujourd'hui. Alors, ces chiffres, vous pourrez les voir, ils sont actualisés au fur et à mesure, mais on va regarder à l'échelle mondiale la production. Ça, ce sont les pourcentages de production d'énergie à partir des ressources que nous venons de voir. Donc, on voit que évidemment, le pétrole et le gaz naturel, qui ont ce fort rendement, sont majoritaires en termes de consommation d'énergie dans le monde. Ce qu'il faut remarquer, c'est que aujourd'hui, 88% de l'énergie que nous consommons est produite à partir de ces ressources renouvelables, non renouvelables, épuisables. Et le deuxième effet, c'est que 84%, donc ce qu'on a vu, pétrole, gaz et charbon, les énergies fossiles, c'est 84% de cette quantité d'énergie. Donc on est très très loin du compte. En France, nous avons la particularité d'avoir un parc nucléaire important. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a au Japon, et j'en parlais pour la Chine, mais il faut voir que dans le monde, ça ne représente que 4% de l'énergie qui est consommée. C'est pas négligeable, mais c'est quand même très très faible. Alors ceci pour insister sur et revenir à nos actions, on en parlait tout à l'heure, nos actions en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments, on le sait, c'est une part importante de ces consommations et émissions de gaz à effet de serre. On voit ici que dès qu'on est capable de réduire la consommation d'énergie de ces bâtiments, on est capable d'agir directement sur ces ressources. Même si on a 3/4 de l'électricité en France produite à partir du nucléaire, il reste une part importante pour des énergies fossiles et chaque action que nous allons faire va permettre de réduire cette consommation. Voilà. En conclusion pour cette présentation, hein, les ressources que l'on a vues, c'est qu'en fait, nous sommes face à deux écueils pour la consommation d'énergie. D'une part, c'est l'épuisement des ressources. Nous l'avons vu, l'essentiel des ressources que nous consommons aujourd'hui sont épuisables. Alors épuisables, ça ne veut pas dire simplement qu'il n'y a plus de pétrole dans le monde, mais ça veut dire aussi que nous avons besoin que le pétrole arrive au pied de nos raffineries. Donc c'est la disponibilité et l'approvisionnement de ces ressources qui est en question. Remettre en cause l'approvisionnement et la disponibilité de ces ressources, c'est remettre directement en cause le confort auquel nous sommes habitués, dont on parlait en début de présentation, et en particulier lorsqu'on appuie sur le bouton de mise en marche du chauffage. Et puis le deuxième écueil, c'est le réchauffement climatique. Effectivement, la combustion, les gaz à effet de serre que l'on va émettre par les consommations d'énergie, en particulier de nos bâtiments, va aggraver la situation en termes de réchauffement climatique. Donc, chaque action que nous pouvons mener et qui va réduire cette consommation d'énergie ira dans le bon sens et au moins participera à la solution que nous tentons avec l'équipe de Zero Water et votre concours de mettre en place. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à présent à vos questions, contributions et remarques. Alors, je vais prendre tout de suite la liste des questions qui ont été posées. Alors, la première question, en quoi l'épuisement des sources d'énergie joue sur les prix? Alors, on n'a pas parlé, effectivement, je n'ai pas parlé du facteur prix. Bon, on l'a vu récemment, hein,
une tension dans le Moyen-Orient, ça a un impact direct sur le prix des énergies. Bon, euh, en quoi l'épuisement des ressources? En fait, la disponibilité, je le disais tout à l'heure, à proximité de ces matières premières est un élément clé pour nos industries, nos entreprises et notre confort personnel. Si on vient à manquer de ces ressources, quelle qu'en soit la raison, que ce soit un conflit, que ce soit une baisse de l'approvisionnement, eh bien, on peut avoir une augmentation très rapide du prix et donc arriver à une situation économique qui ne soit plus soutenable. Hein, on l'a vu, on l'a connu dans les années 70, on a appelé ça le, 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 le choc pétrolier, les chocs pétroliers, et on a vu une augmentation très rapide des prix de l'énergie. Je prends une deuxième question. Alors, ça, que dites-vous aux détracteurs du nucléaire? Bon, c'est un débat. On peut l'ouvrir, on peut en discuter, chacun peut avoir son avis. Ce que l'on sait aujourd'hui, en tous les cas, c'est qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau comparatif, hein, le nucléaire, on prend des risques, hein, c'est certain. Il y a des risques industriels. Dans quelle mesure on est capable de les maîtriser, c'est une bonne question. Il y a un deuxième point, c'est la dépendance par rapport à l'approvisionnement en uranium. Dans quelle mesure, avec les compétiteurs que l'on a, États-Unis, Chine en tête dans le monde, on a la disponibilité de la ressource qui nous permet de le produire. Et puis le troisième élément pour lequel les pro-nucléaires sont convaincus, c'est qu'effectivement, c'est une production d'électricité qui se fait sans émission de carbone, donc de gaz à effet de serre. Voilà le débat. Alors, ce qu'on peut dire aux détracteurs du nucléaire, c'est oui, il y a un débat, et la meilleure réponse probablement par rapport à ça, c'est effectivement l'objectif du 0 Wh, c'est de dire si on arrive à 0 Wh, on n'a plus de manque de connaissances, hein, pour être tout à fait direct avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on traite le sujet pour ceux que ça intéresse, et puis on pourra, en se rapprochant d'industriels ou de scientifiques sur le sujet, peut-être traiter de l'hydrogène dans une prochaine édition de 33 minutes pour la planète. Il semble effectivement que ce soit une source d'énergie, alors qui est effectivement disponible, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et si on arrive à la maîtriser, y compris en termes de sécurité, ça peut apporter des solutions effectivement extrêmement intéressantes. Je continue les questions. Quels sont les risques avec le pétrole? Alors, les risques avec alors il y a le risque industriel, hein, le pétrole, le gaz naturel, ce sont effectivement des matières qui peuvent être dangereuses, hein, ça brûle, hein, ça explose, il y a des dangers, il y a eu des accidents industriels sur le pétrole, il y a des accidents évidemment en mer, hein, on se rappelle tous, hein, la Moco de Cadiz, enfin, des marées noires, donc c'est une ressource qui est, oui, il y a des risques industriels. Et puis le deuxième risque avec le pétrole, de la dépendance par rapport au pétrole, c'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Donc si on peut le limiter au moins dans nos bâtiments, tant mieux, c'est toujours ça. Et quel risque avec le pétrole? Le troisième risque, c'est un risque de disponibilité. On voit bien que dans l'éventualité où il y a une tension, en particulier dans le Golfe, sur l'approvisionnement en pétrole, eh bien, nos voitures, pour la plupart, tant qu'on n'aura pas des voitures électriques ou des voitures à hydrogène, vont rester à l'arrêt. Voilà, pour ce qui est du pétrole. Alors, nouvelle question. Le nucléaire étant non polluant, pourquoi limiter la consommation d'électricité en France? Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Effectivement, le nucléaire, on l'a vu tout à l'heure, la fission nucléaire, c'est un processus que l'on sait maîtriser, hein, en quantité. En fait, on dit qu'une centrale nucléaire, elle peut fonctionner à 100% en permanence, avec une certaine quantité donc d'uranium, et produire une quantité d'électricité connue. C'est stable, contrairement aux énergies renouvelables alternatives qui peuvent effectivement
varier dans le temps. L'optimum pour une centrale nucléaire, c'est quand elle produit une quantité d'électricité qui est utilisée à 100%, ce qui veut dire qu'il faut lisser la consommation d'électricité dans le temps. C'est ce qui nous a conduit, ce qui a conduit EDF à créer les heures pleines et les heures creuses, à faire démarrer les ballons d'eau chaude la nuit, en fait de faire du stockage d'énergie dans les ballons d'eau chaude pendant la nuit. Pourquoi? Pour lisser la consommation d'énergie. Les principales industries en France aujourd'hui fonctionnent sur ce principe-là. On parle de lissage, on parle aussi de délestage et maintenant plus fréquemment on parle d'effacement. C'est-à-dire je ne consomme pas aux périodes où la demande est la plus forte. Comme ça, j'optimise la consommation la consommation, oui, et la capacité, le rendement de ma centrale nucléaire. Alors, pourquoi limiter la consommation d'électricité en France? Eh bien, justement parce qu'il y a ces pointes. Et dès que l'on dépasse en fait la capacité de nos centrales, parce que la demande est plus forte ou parce qu'on a des centrales qui sont en maintenance, eh bien, on fait appel à des moyens secondaires de production, donc des moyens thermiques, donc des moyens qui peuvent avoir, enfin, qui ont des bilans carbone beaucoup plus désagréable, on va dire, que l'uranium, que l'énergie nucléaire. Alors, je viens sur un point que l'on traite souvent d'ailleurs à l'équipe du Zéro Watt, qui est l'utilisation de l'électricité pendant les périodes de pointe, auxquelles on fait rarement attention. En fait, les périodes de pointe, c'est les moments où justement la consommation doit être réduite parce que la production est la plus forte. Donc, je vous invite à regarder ce sujet-là et voir à ces périodes de pointe, par exemple entre 16h et 18h les jours de la semaine, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer la demande et donc limiter l'appel à ces ressources supplémentaires. Alors, encore une question. Le photovoltaïque et l'éolien peuvent prendre le dessus sur les énergies carbone comme en Allemagne. Alors, on l'a peu abordé effectivement, les énergies renouvelables sont des énergies alternatives. Ce qu'on reproche aujourd'hui à ces énergies alternatives, comme son nom l'indique, c'est que la nuit, il n'y a pas de soleil et que certaines fois, il n'y a pas de vent et donc il n'y a pas d'électricité produite par ces sources. Alors, ça fait le lien avec, pour l'instant, les travaux importants qui sont menés dans le monde entier d'ailleurs sur le stockage de l'électricité, parce que une alternative, on l'a vu tout à l'heure avec le ballon d'eau chaude, c'est qu'effectivement, si on stocke l'énergie qui provient de ces sources-là quand elles sont en capacité de produire de manière importante et qu'on la restitue au moment où on a besoin, ça peut effectivement participer à la solution. Alors, j'ai cité le ballon d'eau chaude, je vais citer également le cas des voitures électriques, parce qu'on parle de plus en plus d'utiliser la voiture électrique, en fait, enfin, la batterie de la voiture électrique, comme organe de stockage de notre système électrique. C'est-à-dire que l'on va, en période de forte production, par exemple, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent, on va charger ces voitures, on va charger les batteries de ces voitures, puis la nuit, ou quand il y a moins de vent, on va aller pomper l'énergie de ces batteries là, pour la restituer dans nos bâtiments. Voilà, ça fait partie des solutions qui sont envisagées. Alors, je sais, juste un petit point, on va vous parler de l'Allemagne sur cette question. Cette année, je crois à plusieurs reprises, l'Allemagne a dépassé le seuil de 100% de sa consommation produite par les énergies renouvelables et en partie par l'éolien, ce qui montre qu'effectivement, on peut progresser énormément dans le développement de ces énergies renouvelables. On peut le faire aussi en France, même si on a du nucléaire, c'est intéressant. Même si on n'a pas toutes les solutions, ça permet quand même d'arriver à un mix énergétique qui soit un petit peu plus responsable. Voilà, j'en ai terminé avec vos réactions, vos questions. Nous sommes toute l'équipe du Zéro Watt ravis de votre participation active. Nous sommes à vos côtés pour continuer à traiter de ce sujet, à débattre avec vous et à compléter ces informations et à agir surtout pour que, effectivement, on puisse atteindre cet objectif de 0 Watt pour nos bâtiments. Merci à toutes et toutes de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine édition de 33 minutes pour la planète.